L'histoire de cette affaire est racontée par l'aubergiste de Duord-Bachin dans les Landes, lieu de la tentative d'assassinat. Décembre 1892, Firmin Bridon, l'amant de Marie, tire sur Priam le mari. Nous sommes là dans une affaire d'homicide avec préméditation ou guet-apens. Devant le corps ensanglanté du malheureux qui geint dans la grande salle de notre café de la route d'Aire-sur-l'Adour, les rires ont fait place au silence. Tout le monde pense avec gêne et un peu d'effroi que le meurtrier est peut-être là, dans la pièce, parmi les villageois de Duord-Bachin. Quel contraste avec les derniers mois, lorsque les plaisanteries grasses et les allusions appuyées sur l'infortune conjugale de Priam déclenchaient l'hilarité générale. Avec mon mari, nous étions aux premières loges pour voir se développer l'affaire. À Duord-Bachin, il n'y a que 2 grappes de maison. Alors le dimanche, après la messe, c'est souvent dans notre auberge que les villageois se retrouvent pour échanger les dernières nouvelles. C'est comme ça que je suis au courant de tout ce qui se passe dans la région. Un privilège du métier de cafetier. D'autant que nous avons la chance d'être au milieu des vignobles landais, en plein pays tursan, à 2 pas du Pacherinck. Il délie les langues, surtout quand il s'agit de ragots sur les filles à la jambe leste et sur les maris trompés. Alors l'affaire Priam, en plein village, on peut dire qu'elle en a rafraîchi des gosiers. Depuis le temps qu'on le traitait de cornard, le père Priam. Et voilà maintenant qu'il a pris du plomb et a failli y laisser sa peau, tué sans doute par son meilleur ami. De toute façon, je me doutais de quelque chose depuis le début, quand il l'a épousée, cette Marie. Lorsqu'il l'a rencontrée, Priam en est devenu fou. Elle a bien quelque chose qui plaît, cette fille. Il a un bon métier, maçon, et travaille dur. Il est levé avant 5 heures tous les jours et part sur les chantiers. Il ne rentre que le soir, exténué. Pendant la journée, sa femme est seule. Or, la petite, elle n'a pas bonne réputation. La vieille Jeanne m'a raconté une histoire peu reluisante à son sujet. La jeune Marie était logée chez elle. Il fallait parfois la rappeler à l'ordre, mais ce n'était pas bien grave. En revanche, elle faisait venir à domicile un jeune homme du pays. Un jour, elle était entrée par hasard dans sa chambre et avait découvert un trou dans le mur donnant sur l'écurie. Son galant se faufilait par là pour venir la rejoindre. Un vrai petit scandale. Mais surtout, la vieille avait constaté des disparitions d'argent et de linge. Bon, elle a fini par se séparer d'elle. Marie est restée ménagère et elle s'occupe souvent du linge d'un ami de Priam, Firmin. Un solitaire, celui-ci, qui vit avec son père. Le Firmin, il cherche à se marier depuis des lustres. Il y a 3 ans, il a fait sa demande à Marie, mais elle a éconduit. Déjà engagée, a-t-elle fait dire par son père. Mais la vraie raison, je la connais, moi. C'est qu'elle avait pris ses renseignements. Il a des dettes, le Firmin. Bien sûr, avec son père, ils ont 8 ou 9 hectares de terre, mais il traîne au moins 5 000 francs de dettes, et il a du mal à joindre les 2 bouts. Marie peut trouver de bien meilleures parties dans la région, et elle le sait. Firmin l'a mal pris, et il a même soupçonné Priam, son ami, de lui avoir savonné la planche par ses confidences à l'auberge. Ils se sont fâchés et sont restés en froid pendant 6 mois. Bon, difficile de dire quand ça a commencé entre eux. Les premières rumeurs remontent à environ 8 mois. D'abord, on ne les a pas prises au sérieux. Il y a tellement d'histoires dans le coin. Surtout qu'il n'y a pas que le Pacherinck. Les langues se délient encore plus avec l'Armagnac. Nous en avons un hors-d'âge très apprécié en pousse-café. Mais on a vraiment commencé à jaser lorsque Bridon s'est mis à amener Marie à Aire dans sa charrette quand son mari n'était pas là. Une fois, un type qui n'est pas d'ici, un maçon des environs, a dit devant tout le monde qu'il était passé devant la maison de Priam juste avant le lever du jour et qu'il avait vu la femme de Priam sortir et regarder de tous côtés, puis dire d'une voix étouffée « Il n'y a personne ». À partir de ce jour, les Duortois se sont mis à rire en voyant passer Priam. Il y a quelques mois, les oreilles de Priam ont commencé à siffler. Les gars ne se privaient plus pour lui faire des blagues en face, des allusions. Et tous le traitaient de cornard dès qu'il avait le dos tourné. À force d'essuyer les colibés, il a bien fini par se douter de quelque chose. Mais il ne pouvait pas imaginer que sa femme fût volage. Enfin, il a trouvé des billets anonymes devant chez lui, n'en pouvant plus,
un jour, alors qu'il travaillait sur un champ de haricots, il est revenu plus tôt que prévu. Et il a trouvé Firmin chez lui. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais la Marie a réussi à retourner la situation et à l'embobiner, lui reprochant même d'accorder du crédit au ragot du village. Le pauvre n'a rien dit. Le brave homme devenait de plus en plus irritable et commençait à s'emporter contre les rieurs. Je le disais bien que ça devait arriver. Kando et quelques autres viennent de nous amener un Pékin qui a pris un coup de fusil en pleine poitrine, presque à bout portant. Le malheureux est hébété et n'arrête pas de geindre. Mais je ne comprends pas, c'est Priam ? Je ne le reconnais presque pas, tellement il y a de sang. Un peu apaisé, Priam finit par nous raconter à mots hachés sa tragique aventure. Depuis des semaines, il se rendait tous les matins à son chantier dans une ville voisine. Pour cela, il coupait à travers champs et empruntait le petit chemin creux qui traverse la forêt. Vers 5 heures, Priam marchait à bonne allure sur le sentier lorsqu'une détonation a retenti. Il a reçu un coup de fusil presque à bout portant provenant du talus. Il s'est écroulé et est resté quelques instants comme mort. Puis il s'est relevé lentement, sans rien voir, car son visage était couvert de sang. Il s'est traîné jusqu'à la maison la plus proche, celle de Kando, qui, une fois remis de sa stupeur, lui a donné les premiers soins et l'a fait transporter ici. En écoutant ce récit, nous avons tous dans la salle le même nom qui nous vient aux lèvres. Et justement, le voici, le Firmin. Il devient livide en voyant le corps de Priam, ou peut-être en réalisant qu'il n'est pas mort. Mais il s'empresse de lui prodiguer des soins en l'appelant son cher ami. Il est même plus ému que la femme de la victime. Bon, je sors l'Armagnac, c'est le moment ou jamais. Les gendarmes n'ont pas trouvé d'indice sur le talus. En revanche, le piétinement de l'herbe et des mousses, près de la touffe d'arbustes qui a servi pour l'embuscade, témoigne d'une longue attente et donc de la préméditation. Les gendarmes ont vite flairé le coup monté par Marie et son amant. On sait déjà qu'ils y ont trouvé 2 fusillés de l'étoupe, comme celle qui a été recueillie sur la victime. Et cet après-midi, un nouveau bruit commence à courir à l'auberge sur un 3e fusil qui aurait été découvert près du lieu du crime. C'est Kando et ses copains qui l'ont propagé. Bien sûr, la rumeur est arrivée aux oreilles des gendarmes. Ils sont allés voir Kando, qui les a conduits à un chêne creux où était dissimulé un fusil ayant récemment servi, qui s'est révélé du même type que ceux de Firmin. Questionné hier, celui-ci a d'abord nié que c'était le sien. Puis ce matin, interrogé par le juge d'instruction, il s'est effondré et a reconnu qu'il s'agissait bien de l'une de ses armes. Il a prétendu qu'il ne les gardait pas chez lui par peur que son père ne les accapare. Cette piètre défense n'a convaincu personne, si ce n'est la victime, miraculeusement en train de se remettre d'un coup de fusil, tiré à bout portant, Priam tente par tous les moyens de disculper son meilleur ami. Une bonne partie du village a fait le déplacement aujourd'hui pour assister au procès de Firmin. La salle d'audience est pleine à craquer. La plupart des dépositions portent sur les relations entre la femme de la victime et quelques villageois, qui bien sûr démentent haut et fort, puis celle que Marie entretenait avec Firmin. Tout le monde y va de sa petite anecdote, et notre auberge est mentionnée presque sans arrêt. Aucun témoignage n'apporte quoi que ce soit sur l'affaire, sauf celui des experts. C'est incroyable ce que la police scientifique peut faire de nos jours. À croire qu'ils pourront bientôt confondre un criminel avec un seul de ses cheveux. Le fusil de Firmin a été confié à un armurier expert qui a reproduit la scène en tirant sur un mannequin ayant la même épaisseur d'habit que Priam. Et il a obtenu le même résultat qu'avec les vêtements de Priam. Heureusement que celui-ci avait plusieurs couches sur lui pour lutter contre le froid glacial. L'analyse de l'étoupe utilisée pour le bourrage de l'arme a également permis d'établir que c'était la même que celle de Firmin. Là-dessus, Maître Chêne, procureur de la République, s'en donne à cœur joie avec un réquisitoire de grande éloquence. Il évoque bien sûr le rôle de Marie,
Quant à la femme Priam, il y a tout lieu de le croire, elle était dans la confidence et a même probablement poussé à l'exécution. Mais aucune preuve n'ayant pu être relevée contre elle, une ordonnance de non-lieu a été rendue en sa faveur. Il passe ensuite en revue les éléments accablants, le fusil, les motifs, les mensonges initiaux de Bridon, etc. Tout le monde dans la salle voit l'affaire faite. Pour moi d'ailleurs, c'est clair depuis le début. S'apercevant que Priam perdait patience, Marie a convaincu le pauvre Firmin de supprimer Priam, en lui promettant sûrement de l'épouser ensuite, ce qu'il espérait depuis longtemps, l'héritage de Priam soldant ses dettes au passage. Toute la salle estime que Maître Chêne a fait un exposé remarquable. Pour un essai à la cour d'assises des Landes, c'est un coup de maître, et je pense que le sort du suspect est scellé. On attend maintenant l'entrée en scène du défenseur de Bridon, qui n'est rien de moins que notre célèbre député des Landes. Il commence par rendre hommage au talent de son adversaire et à l'habileté de sa démonstration, confirmant qu'on est entre gens du monde. Sa bienveillance s'arrêtera là. Pour lui, toute cette histoire n'est qu'un roman basé sur des conjectures. Il annonce qu'il va démontrer qu'il n'y a aucune preuve réelle dans le dossier et que Firmin est innocent. Acquitté. Je n'en reviens pas. Il est 8 heures du soir et le jury vient de reparaître dans la salle d'audience pour rendre son verdict. Le défenseur de Firmin s'est attaché à démontrer que les preuves étaient insuffisantes. Il a soutenu que n'importe qui pouvait avoir attendu Priam, volé le fusil, etc. Bon, d'accord, mais qui d'autre aurait eu un intérêt à le tuer? En tout cas, Marie est contente. Je me demande comment ils vont continuer à vivre ensemble, ces trois-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas au bout des histoires qui s'arrosent à Duhors-Bachin.